voulait refaire sa vie et il est tombé sur des gens peu scrupuleux, je pense. Il n'était pas naïf à la base. Hein. Je pense qu'il a vraiment été embobiné et qu'il a subi l'arnaque, quoi. Pour moi, personnellement, il a été empoisonné. Ben, ils ont voulu tout lui prendre. Pour moi, c'est toute une histoire d'argent. Je suis revenu, ruiné, mais vivant. La police veut que personne touche au corps avant que ce sera autopsié. Mais ça se présente déjà bien. Lambert Jacques est mort au Cameroun. Décédé dans des circonstances troubles, il a été rapatrié à la demande de la justice pour être autopsié. Les enfants, Jean et Nancy, appelés pour reconnaître le corps, soupçonnent un assassinat. Plus on avance, plus je vais vers un empoisonnement ou quelque chose qui n'est pas normal. L'état de son corps ici le confirme bien, quoi. C'est pas normal d'être comme ça. Puis on voit bien qu'il n'a pas fermé les yeux sans souffrance, ça se voit. Ça se voit, mais il est fort marqué. Tout commence en 2009. Lambert entame une relation sur Internet avec Amina, une jeune Camerounaise de près de 40 ans, sa cadette. Très vite, le sexagénaire tombe amoureux et décide de partir au Cameroun pour rencontrer sa belle. Bon, lui, à mon avis, il pensait aller là et passer son séjour avec elle, copain-copine, ou plus si affinité, je sais pas moi. Et puis, on lui a dit que ça se passait pas du tout comme ça là-bas. Il fallait absolument, s'il voulait rester avec elle, il était obligé de la marier. Monsieur Jacques Lambert François, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle? Oui, C'était pas de la blague, tu vois. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, Ce mariage est célébré quelques jours seulement après l'arrivée de Lambert. Il décide de presque tout partager avec Amina. Des biens communs ou séparés? bien commun. Et du bien commun. Les futurs biens. Les biens qu'on peut acquérir maintenant, c'est en commun. Après 3 semaines de bonheur, Lambert rentre en Belgique. Mais il revient seul. Les formalités pour ramener son épouse s'avèrent plus compliquées que prévu. La relation se poursuit sur Internet. Après 2 ans d'attente, Lambert retourne à Yaoundé. Mais ce deuxième voyage va très vite tourner au cauchemar. J'ai eu un coup de téléphone le 5 décembre en me disant qu'il ne s'amusait pas, qu'il n'était pas bien et qu'il était malade. Des problèmes digestifs, un problème d'estomac, il ne savait plus manger, il ne savait plus boire, il déshydratait. Diarrhée, ouais. Et puis plus de nouvelles jusqu'au jour où... Le 14, alors. Le 14, à 10h du matin, son épouse me téléphone pour me dire qu'il est hospitalisé et que ça ne va pas et qu'il lui faut de l'argent. Amina demande 1 000 € à Jean. Mais Lambert décède avant que les enfants n'aient le temps d'envoyer un seul centime. Arrivé en novembre, mort en décembre, comment expliquer une mort si rapide? Un document envoyé à la famille mentionne un cancer de l'œsophage et une cirrhose. Je suis étonné parce que mon père avait passé des prises de sang juste 1 mois avant d'aller au Cameroun. Et mon papa n'avait pas de problème. Donc je ne vois pas pourquoi 15 jours après, il serait mort. Au
Autre décès mystérieux, celui du fils de Willy Pietquin. Michael n'avait que 30 ans quand il est mort, peu de temps après son mariage avec une Camerounaise. Alors, on n'a jamais jusqu'à présent su exactement de quoi il était décédé, si c'était dû à un empoisonnement ou autre. Quand il est parti, il avait fait tous ses vaccins, même plus que s'il y avait de vaccins à faire au départ. Et en plus, il était en super santé, il ne manquait de rien. 7 ans après, nous ne savons toujours pas la vérité, nous ne savons toujours pas le pourquoi ni le comment. Hémorragie, problème au foie, drogue, jusqu'à 6 causes de décès différentes sont présentées à la famille. C'est qu'elle était comme Gilles. Oui, oui. C'était au club de Falisol, ça, je crois. Oui, mais c'était en Italie, ça. Avec Miss Ambreville. Oui. Michael avait tout vendu en Belgique pour s'installer à Yaoundé, au Cameroun. Sa fiancée lui avait promis un appartement et un poste de direction dans une grande société de sécurité. Juste avant son mariage avec Nadège, Michael envoie un message à sa famille. Il évoque notamment de mystérieuses plantes aphrodisiaques. Il confirme qu'il va faire son mariage coutumier et qu'elle lui fait manger énormément de plantes et de racines qu'elle ramasse sur le bord de la route. Et le 1er juin, c'est elle-même qui téléphone, Nadège, qui téléphone en disant, voilà, il est décédé, moi, plus rien à foutre de lui, moi, foutre son corps à la morgue, homme pourri de Belgique. Moi, je suis persuadé que c'est l'empoisonné qu'on a fait parce qu'il n'aura pas su se taire. Quand il aura arrivé et qu'il aura vu que la société n'existait pas. Il sera tourmenté, ça c'était son caractère, il disait ce qu'il pensait. Hein. Michael décède 1 mois après son arrivée sur place et seulement quelques jours après son mariage. Le corps du malheureux est rapatrié en Belgique. La famille de Michael dépose plainte et demande une autopsie. Cette autopsie a été négative, n'a pas mis en évidence d'origine suspecte du décès. La toxicologie est également négative au niveau médicaments et drogue. Et les causes du décès sont évidemment à prendre au conditionnel, mais les médecins légistes évoquent une mort naturelle avec comme origine une maladie infectieuse. Le dossier n'a pas eu de suite. Pourtant, Michael et Lambert ne sont pas les seuls à mourir après un mariage au Cameroun. En 2011, les affaires étrangères s'inquiètent du nombre de cas similaires. Entre 2005 et 2011, ils recensent de nombreux décès suspects de Belges au Cameroun. Alors ce qui était interpellant, ce n'était pas tellement les cas pris isolément, mais le contexte général de l'ensemble des cas. Tous ont un point commun, c'est qu'ils ont soit épousé une Camerounaise, soit noué une relation avec une Camerounaise. Alors, nous avons actuellement connaissance de 16 cas, 14 personnes qui sont décédées et 2 personnes qui ne sont pas décédées. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est les babouches que je suis revenu avec quand je me suis sauvé. C'est tout ce que j'avais à mes pieds, en plein hiver. On peut voir encore un tout petit peu de la poussière du Cameroun. C'est tout ce que vous avez ramené de là-bas? Oui. Et ma vie. Vous avez eu peur? Quand j'y repense, ça m'arrive encore parfois de faire des cauchemars. Victor rencontre Adèle sur Internet en juin 2010. C'est le coup de foudre. 1 mois et demi plus tard, il part au Cameroun pour l'épouser. J'étais parti pour 3 semaines. J'ai été reçu comme un prince. Ça a été vraiment 3 semaines super vacances. Elle était vraiment charmante. On me faisait manger des petits trucs un petit peu spéciaux. Ils faisaient même des frais qu'ils ne faisaient pas pour eux. Naturellement, bon, c'était moi qui payais tout ça.
Avant de rentrer en Belgique, Victor flambe 11 000 €. Fou amoureux, il ne se méfie pas et décide de vendre tous ses biens pour rejoindre Adèle et s'installer définitivement au Cameroun. Mais cette fois, l'accueil est nettement moins chaleureux et la princesse beaucoup moins charmante. Le rêve de Victor va basculer lors d'une violente dispute. Voilà qu'elle se lance sur moi pour me boxer. Mais moi, j'avais la fumée qui me sortait par les oreilles. Tellement j'en avais marre. Je ne lui ai pas laissé le temps de me boxer, je l'ai boxé. Mais alors, elle, tout de suite, je vais te tuer, je vais t'enterrer vivant. Je dis, aïe, 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 aïe. Ça sent vraiment mauvais. À partir de là, les conditions de vie de Victor changent radicalement. Adèle confisque son ordinateur, le séquestre et surtout change ses menus. J'ai commencé à me douter qu'il y avait quelque chose qui se préparait, vu que je ne pouvais pas manger la même chose qu'eux. Je me dis, ils vont certainement mettre quelque chose dedans pour me rendre malade ou un truc comme ça. Ils connaissent les trucs, hein. Parce qu'avec tout, ils vont dans la brousse, ils prennent des petites racines, des herbes, des fruits sauvages et tout ça, que nous autres, on ne connaît pas. Alors, ils écrasent tout ça, on met ça dans la nourriture, on ne sent même pas la différence de goût. Et puis, voilà, on revient entre quatre planches. Victor a finalement réussi à s'enfuir. Risquait-il réellement l'empoisonnement? Les autorités belges ont en tout cas constaté des similitudes troublantes dans les symptômes présentés par les 14 Belges décédés. Tous sont décédés à la suite d'un certain nombre de symptômes qui sont des grosses hémorragies, un choc au niveau des globules rouges, donc une perte de globules rouges massive, subite comme ça, des dysenteries, toute une série de symptômes qui peuvent être effectivement la conséquence de maladies tropicales, mais peuvent aussi se rencontrer dans des situations d'empoisonnement, par exemple. Ça, on ne pourra pas évidemment le savoir comme ça sans faire des vérifications. Vérifier, c'est autopsier. Mais dans la plupart des cas, les défunts ont été enterrés au Cameroun. Le corps de Lambert Jacques, lui, a bien été rapatrié. Cela permettra peut-être aux enquêteurs de trouver la clé du mystère. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer son autopsie. Moment clé dans cette enquête. 5,5 sur 3. Punctiforme, qui font un diamètre de 0,5. 6 échymoses de 0,5 cm de diamètre. Voilà. Et si c'est un poison qui a causé la mort de Lambert, la difficulté restera encore d'identifier le produit. Tu as des cheveux? Ok. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir quelle substance on cherche. Parce que, en fait, nous avons un screening de différents toxiques que l'on cherche, et poisons, que l'on cherche systématiquement. Et puis, venant de pays comme le Cameroun, il y a sans doute d'autres toxiques auxquels on va devoir être attentif. Est-ce que vous avez des pistes déjà? Oui, on a des pistes concernant certaines substances ou plantes. On est en train de mettre tout ça au point parce que je pense bien qu'il y a encore d'autres plantes qui pourraient servir. Je ne pense pas qu'on a déjà un inventaire complet de tout ce qui est possible de trouver comme substances toxiques venant de ces pays-là. Donc on est en train de mettre ça au point, oui. Les circonstances de la mort et le mariage ne sont pas les seuls points communs relevés par les enquêteurs entre les différentes affaires. L'argent est aussi au centre des investigations. Il y a eu systématiquement un fond d'escroquerie et en tout cas de captation d'héritage, d'appauvrissement de ces personnes. En général, ces personnes sont décédées après avoir été, je le dis entre guillemets, mais carrément plumées, quoi. C'est par exemple le cas dans le dossier de M. Lambert Jacques. Cette personne avait quelques biens et elle est partie avec beaucoup d'argent en ayant hypothéqué son bien et toutes ces sommes semblent avoir disparu. Lambert Jacques envoyait régulièrement de l'argent à Amina lorsqu'il vivait encore dans ce camping de la région liégeoise. Jeannot, son ami de toujours, a été le témoin privilégié de la générosité de Lambert. Il a envoyé des sommes d'argent, jamais des grosses sommes, mais il a envoyé régulièrement de l'argent, tous les mois déjà. Exactement combien, je ne sais pas. Alors, le mariage, d'ailleurs, il est tombé à court d'argent, là. Et c'est ça qu'il nous a demandé,
Enfin, je sais, à 3 personnes différentes, des sommes allant jusqu'à 1 000 €. On est tombé sur des documents de Western Union. On n'a que 2 ans de versement et on avait au moins pour 10 000 €. Plus l'argent du mariage, où là on sait que ça lui a coûté 5 000 €. Le papa de Véronique a lui aussi été pris dans le même piège. Parti au Cameroun en 2007 pour travailler, Jean-Marie Canard demandait régulièrement de l'argent à sa famille et surtout à sa mère, expliquant que son employeur ne le payait pas. Des demandes d'argent qui ont continué après sa mort. Pendant qu'il était toujours vivant et après. 350 € pour l'enterrement, puis après on a retéléphoné qu'il y avait eu des frais, cercueil trop petit, donc on a acheté un cercueil trop petit. Donc il a fallu payer un deuxième cercueil. Un deuxième cercueil, et puis... Donc, oui. 6 mois. Après. Dire finalement il n'est plus mort. C'est fini, il n'est plus mort, donc il est parti. Amina n'a effectivement pas reçu ces 1 000 €. Mais qu'a-t-elle fait des 10 000 € envoyés par Lambert au fil des mois? Il dit 10 000 €, ça fait dans les 6 500 000 francs CFA. Je ne sais pas là où il les a envoyés. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. Pourtant, ces documents le prouvent. Lambert a bien envoyé au moins 10 000 €. Une vérité embarrassante pour Amina et son protecteur, qui veulent nous vendre le scénario d'une histoire d'amour romantique et désintéressée. Monsieur Lambert n'avait rien, donc je ne vois pas où il y avait un intérêt là. C'était un mariage d'amour et puis l'amour n'a pas d'âge. Si Lambert n'avait rien, pourquoi Willy va-t-il tout d'un coup se montrer intéressé par l'héritage quand nous lui demandons de remettre le certificat de décès aux enfants de Lambert? Vous m'avez demandé un document. Oui. C'est quoi vous avez demandé? Le certificat de décès. Oui. Je voudrais demander pourquoi ils ont besoin de l'acte de décès. Pour régler les dernières formalités administratives. Et lesquelles formalités? La succession, par exemple. Bon, justement, la succession ne peut pas se passer sans elle. S'il y a des démarches aujourd'hui pour un quelconque héritage à voir en Belgique, je crois que c'est ma fille qui devrait être au devant de la scène en tant que Madame Lambert, avec l'appui de Monsieur Jean, qui est son fils aîné. Amina et son entourage ont-ils juste profité de la générosité de Lambert ou ont-ils autre chose à se reprocher? Amina nie en tout cas avoir joué un rôle dans sa mort. Moi, je ne l'ai pas tué. Moi, j'étais bien avec lui et je l'aimais sincèrement, même Dieu qui est au ciel le sait. Donc, je ne sais pas pourquoi vouloir sa mort. Si j'avais voulu le tuer, je ne l'aurais pas amené à l'hôpital. L'Afrique, ce n'est pas une poubelle où on part à 70 ans, on vient épouser une jeune fille de 19 ans et on meurt et on trouve qu'on l'a tuée. J'ai dit non à ça. Auquel cas, qui ne vient plus chercher nos filles, qui restent chez eux et ils meurent là-bas.
Le lendemain, nous retrouvons Bastien, de retour dans le quartier où il a vécu plus de 3 mois avec son papa, Claude de Rouloux. Bastien va enfin revoir l'appartement et surtout le propriétaire des lieux. L'homme nous a donné rendez-vous. Il est prêt à répondre aux nombreuses questions de Bastien et pourra peut-être nous dire ce qui est arrivé à Claude. Bonjour monsieur. Bonjour, asseyez-vous. Prenez la place. Moi j'aurais voulu savoir, quand je suis parti, comment les choses se sont passées. Il est resté quelques mois après ton départ. Pas beaucoup. Oui, pas beaucoup, c'est vrai, parce que j'avais noté qu'il ne pouvait plus payer le loyer. Oui, avant de partir de chez moi, il avait déjà vendu plein de choses. Moi je me rappelle, on est venu avec beaucoup d'argent pour ici. Ça que je comprends pas, comment c'est possible qu'il n'ait plus pu payer un loyer de 200 €. Comment est-ce qu'on peut dépenser une somme pareille? C'est une histoire de 20 à 40 000 €, quoi. C'est beaucoup pour ici. Aux ennuis financiers de Claude, le propriétaire va nous apprendre que se sont ajoutés très rapidement des problèmes de couple. On se disputait, je crois que Karine avait des membres de la famille qui habitaient aussi ici. Hein. De temps en temps, il y avait des querelles, des disputes. Avant de quitter ici, il était déjà avec une autre. Ouais, il a pris une autre femme avant qu'il ne quitte ici. Et ce n'étaient pas les seuls soucis de Claude. Une fois avec sa nouvelle compagne, son état de santé s'est rapidement dégradé. Je notais qu'il faiblissait, qu'il maigrissait. Je crois qu'il avait des problèmes vraiment d'alimentation même. Je l'ai vu dans cet état où je me disais qu'il ne se nourrit pas bien, ça ne va pas bien, mais il est avec la nouvelle compagne. J'ai appris qu'il est mort. De quoi? On dit qu'il avait un paludisme. Vous n'y croyez pas, ça? Je n'y croyais pas. Le paludisme, qu'est-ce que ça veut dire? Si je l'avais vu malade, non, il ne pouvait pas mourir de paludisme, c'est pas possible. Mais je suis sûr qu'il était à un niveau où il n'avait même pas d'argent pour se soigner. Parce que sa compagne ne faisait apparemment rien du tout. D'après le propriétaire, Claude de Rouloux aurait donc changé de compagne assez vite après le départ de Bastien. Et les problèmes financiers se seraient aggravés avant un décès inattendu. Plus de traces de la deuxième femme. Mais le propriétaire nous donne une piste pour retrouver la première, Karine. Sous le choc, Bastien est de plus en plus convaincu que son père est tombé dans un piège. Pour moi, mon père a été victime d'une grosse arnaque, une escroquerie, on va dire. Une fois qu'il n'avait plus d'argent, il était sans intérêt et elle est partie. C'est la conclusion de ce qu'on m'a dit ce matin. Vous pensez qu'elle a joué un rôle dans cette arnaque? Pour moi, oui. Tout était un rôle. C'était une mise en scène. Pour retrouver Karine, le propriétaire nous a conseillé de nous rendre là où elle travaillait il y a quelques années, dans une télévision locale. Sur place, les employés confirment qu'ils connaissent Karine. Elle ne travaille plus ici, mais ils vont essayer de retrouver son numéro de téléphone. Je suis avec le fils du blanc en question. Tu as son numéro? Après plusieurs tentatives, ils réussissent finalement à joindre Karine. Il y a le fils de ton feu mari qui est ici au Cameroun, il veut te rencontrer. Parle-lui, oui. Allô? Karine? Allô? Sébastien ici, le fils de Claude. Ah, comment? Je suis venu ici pour avoir un peu de nouvelles et tout ça de vous, quoi. C'est possible de savoir quelque part? Karine hésite, mais accepte l'invitation. La rencontre est prévue 2 jours plus tard, dans un hôtel. La jeune femme refuse de nous accorder une interview. Nous filmons l'entrevue en caméra cachée. Benoît? Pardon? Je peux te dire, tu sais, j'ai... Le temps est passé. Ouais, j'accepterais, tu sais.
Je pense toujours à ça, je me dis qu'il n'aurait pas dû mourir comme ça. Est-ce qu'il a eu à manger quelque chose? Bon, on s'est posé beaucoup de questions. Et quand il est tombé malade, oui, elle était avec lui. C'est quand ça s'est aggravé, c'est à ce moment qu'on m'appelle et qu'il s'est retrouvé tout seul. C'est vraiment, ils ont pris tout ce qu'il avait. Même ses vêtements, même ses chaussures. Ils lui ont tout pris, quoi. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Ça, c'est louche quand même. C'est une histoire tout à fait différente de ce que je pensais, quoi. Karine a-t-elle dit toute la vérité? Bastien tente, en tout cas, d'assembler les pièces du puzzle. Ça s'est plutôt bien passé. Disons qu'elle m'a appris plein d'éléments nouveaux. Il était parti dans un village assez éloigné d'Yaoundé. Il a été, comme elle a dit elle-même, envoûté par une femme là-bas. Il voyait plus qu'elle, quoi. Il faisait tout ce qu'elle lui disait et tout ça. Après, je pense que quand ils ont épuisé tout ce qu'il avait, l'argent, ses biens et tout ça, bah, ils n'ont plus besoin de lui. Et que, bon, soit il a été malade ou alors ils l'ont rendu malade. Et ils l'ont laissé comme pour mort en le dépouillant même de ses chaussures avant de l'amener à l'hôpital, quoi. Claude, Lambert, Jean-Marie et les autres sont-ils morts faute de soins ou ont-ils été assassinés? Ces femmes auraient-elles pu facilement se procurer un poison mortel? Pour notre guide camerounais, l'utilisation de potions à base de plantes en tout genre est très répandue. Généralement, c'est très utilisé en bon comme en mauvais. Tu peux être peut-être marié avec quelqu'un et puis tu trouves que bon, cette personne, il te gêne et que tu trouves mieux de l'éliminer en fonction des ambitions, je ne sais pas. Et puis tu peux utiliser une potion pour l'éliminer. Tu mélanges avec son repas et puis il mange comme un poison. Il meurt. Est-ce qu'on trouve ça facilement? Oui, même les petits charlatans qui sont au bout de la rue vendent ça. Direction le centre-ville pour tenter d'acheter un de ces produits. Bonjour. Je viens vous acheter des produits. Après avoir demandé quelques filtres d'amour, nous essayons d'obtenir du poison. Mais le vendeur se méfie. Ça pour rendre malade là, donc ça là c'est quelque chose on ne peut pas dire les choses comme ça clairement. Mais quand nous détournons la caméra, le vendeur accepte de négocier. Donc pour rendre malade quelqu'un, d'accord? Et pour quelques euros supplémentaires, il accepte. Le produit qu'il nous propose provoquerait des symptômes qui rappellent ceux dont ont souffert Lambert, Michael et les autres Belges décédés. Oui, le diarrhée. Là, la diarrhée. Oui, le diarrhée. Bon, d'abord, même ce n'est pas le diarrhée. Oui. Ça va commencer à tomber malade, il ne marche pas. Oui. Donc, ça finit comme ça, c'est encore là. Oui. Il tombe. Il est fatigué. Donc, il est fatigué, il devient pâle, ainsi de suite, et puis... Voilà, ça ne montre pas là. Tout doucement, là. Tout doucement. Oui. Ça prend du temps. Oui, oui. Le vendeur nous a-t-il réellement vendu un poison? Ce produit a-t-il tué certains Belges? Pour le savoir, nous ferons analyser ces produits en Belgique à notre retour. Pour tenter d'en savoir plus sur les causes du décès de Lambert, nous nous rendons à l'hôpital où il a été admis la veille de sa mort. Que lui est-il arrivé? Son dossier médical contient peut-être la réponse. Après une longue négociation, nous obtenons une interview. Le médecin réanimateur se souvient bien d'avoir accueilli Lambert dans son service. Arrivé en médecine interne, il a fait une hémorragie digestive cataclysmique où il a pratiquement perdu 50% de sa masse sanguine. Donc quand il arrive aux urgences, il était en état de choc avec des extrémités froides, une tension imprenable, un pouls rapide. Et bon, quand le sang est arrivé, il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Malheureusement, le choc était irréversible. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est clair pour vous qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure de type empoisonnement, intoxication, quelque chose comme ça, ou on ne peut pas l'exclure? Je suis mal placé. À un autre niveau, nous ne pouvons rien dire. Lambert a-t-il été tué ou est-il décédé d'une maladie mystérieuse? Nous n'en saurons pas plus. À Yaoundé, nous cherchons aussi la trace de Jean-Marie Canard. Décédé en 2008, il était parti au Cameroun pour trouver du travail. Sa famille n'a jamais reçu d'informations précises
sur les circonstances de sa mort. Nous savons juste que c'est un certain Jules qui a organisé les funérailles de Jean-Marie Canard en 2008. Nous le retrouvons en ville. Il accepte de nous aider et se montre tout de suite très intéressé de nous vendre ses services. Il commence par nous proposer d'acheter les images de l'enterrement. Un enterrement pour lequel Jules avait demandé plus de 1 000 € à la famille du défunt. Une somme énorme qu'il avait justifiée notamment par l'achat d'un 2e cercueil, le premier étant, selon lui, trop petit. Jules propose de nous emmener dans le village où M. Canard a vécu. Direction Sanguemélima, à 3 heures de route au sud de Yaoundé. Jean-Marie est arrivé dans ce village parce que Jules voulait lui présenter sa nièce et un ami avec lequel il pourrait travailler. Sur place, Jules nous présente sa famille et des amis. Tous étaient là à l'enterrement. Ils connaissaient bien le blanc du village. Il venait constamment ici, là, il vivait avec ma nièce. Et il était en bonne santé? Il travaille dans une société forestière. Là. Je le connais. Et il est mort de quoi, vous savez, vous? Il était malade, il a eu soit de palu. Il n'a même pas fait une semaine de maladie. Non. Il n'a pas fait une semaine de maladie. Quand il était même mort, il était toujours gros. Nous sommes allés l'enterrer avec le pasteur. C'est une maladie qui ressemblait à une maladie cardiaque. C'est-à-dire d'un coup, il est mort, il était plein. Il avait son embonpoint. Donc on ne peut pas dire qu'il avait souffert pendant longtemps. Nous demandons à Jules de nous montrer l'endroit où Jean-Marie a été enterré. Mais notre présence au village intrigue. Et nous sommes interpellés par les autorités locales. Dites-nous effectivement ce que vous faites en réalité, c'est tout. C'est écrit ici. C'est moi qui vérifie. Donc je suis incontournable dans le département. En dehors de filmer la tombe de M. Canard, comme on dit là, vous allez encore filmer autre chose dans la ville? Non. Nous sentons bien que notre intérêt pour l'histoire de M. Canard gêne. Le commissaire et quelques sbires nous suivent au cimetière. Sur place, la croix n'est plus la même que celle vue dans le film vendu par Jules. Nous comprenons qu'elle a été placée juste avant notre venue. Jules a tout prévu et se donne le rôle du bon samaritain. La famille a envoyé de l'argent qui n'était pas suffisant. Vous savez encore combien ils avaient envoyé d'argent? Ils ont envoyé quelque chose comme 600 000. Ce n'était pas suffisant. Nous, on a trouvé que c'est un ressortissant étranger et il faut qu'on l'enterre dans de très bonnes conditions. J'étais obligé d'ajouter, de mettre de l'argent. Jules va nous raconter sa version de l'histoire. D'après lui, M. Canard est mort aussi à cause d'une histoire d'argent. Bon, on s'est parlé au téléphone 2 jours avant sa mort. Ah oui, oui. Bon, je lui ai demandé de se rendre à l'hôpital. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. J'ai demandé de saisir sa famille. Sa famille a envoyé de l'argent le jour qu'ils ont reçu de l'argent. C'est le même jour qu'il est décédé. Il n'était pas à l'aise, il avait des problèmes financiers, puisqu'il ne travaillait pas. D'autres nous ont dit qu'il travaillait à la forestière. Là. Non, non, non. Le forestier, c'est un ami à moi. Ouais, ouais. Il n'a pas travaillé chez le forestier. Après nous avoir raconté que Jean-Marie Canard ne travaillait pas et que l'argent envoyé par la famille est arrivé trop tard, Jules va oublier qu'il porte notre micro et raconter une toute autre version au commissaire. Moi, je ne peux pas confirmer auprès de que le monsieur a travaillé, il n'a pas été payé. Tout à fait. Tu as fait une bonne idée. Jean-Marie aurait donc bien travaillé, mais n'aurait jamais été rémunéré. Plus troublant, l'argent envoyé par la famille pour le soigner ne serait pas arrivé trop tard. Tiens-toi bien, quand sa mère envoie 120 000 francs, Lo et sa femme ont pris de l'argent confisqué. Lo et sa femme ont mangé cet argent. Quand ils ont vu que la situation était déjà grave, c'est à ce moment-là donc qu'ils portent le monsieur, ils partent jeter à l'hôpital. J'ai camouflé cette histoire pour que le Cameroun ne puisse pas se salir. Jules a-t-il raconté la vérité au commissaire ou tente-t-il de cacher le rôle qu'il a réellement joué dans cette histoire?
Jules n'a en tout cas certainement pas dit tout ce qu'il savait, car le lendemain, surprise. 2 personnes munies d'une valise débarquent à l'hôtel. Il s'agit de Marie-Claude, la nièce de Jules qui a vécu avec Jean-Marie Canard, et de Félix Nlo, l'homme accusé par Jules d'avoir mangé l'argent. J'ai apporté un témoignage que je trouve quand même incontournable pour votre émission. Parce que ma nièce Marie-Claude et moi-même, Félix Nlo, nous avons été les 2 personnes à avoir côtoyé Jean-Marie Canard dans ces derniers jours. Marie-Claude et Félix auraient voulu nous rencontrer la veille au village, mais Jules s'est bien gardé de nous les présenter. Félix Nlo dément avoir volé l'argent que Jean-Marie avait demandé à sa famille pour se soigner. Il explique avoir seulement servi d'intermédiaire. Je suis arrivé à la maison, il m'a dit qu'il a donné mon nom à sa maman et que j'allais recevoir un mandat, que je pouvais même déjà passer à la banque. C'était 200 €, ça faisait exactement 131 000 et quelques piécettes. Je suis rentré à la maison, je lui ai remis cet argent. Moi, je sais que je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Félix va laisser entendre que celui qui a profité de la situation, c'est Jules. Il n'aurait jamais acheté un nouveau cercueil pour remplacer le modèle trop petit, mais aurait opté pour une solution beaucoup plus économique. Donc il n'a pas acheté. Ça c'est faux. Je peux déjà le démentir à partir d'ici. Je sais que le cercueil dans lequel on a enterré Jean-Marie était un cercueil qui n'était pas... à la bonne taille. Oui, à la bonne taille. On a dû faire des pieds et des mains pour le faire entrer dedans. Ils ont coupé les mains. Pour qu'il rentre dedans. Oui, pour qu'il rentre dedans. Aurait-on réellement coupé les bras du défunt pour faciliter la mise en bière? Sur ces images, il semble bien que le corps a subi quelques manipulations. Une seule chose est sûre dans cette affaire, Jean-Marie Canard était devenu un enjeu financier que se disputaient 2 clans. Avant de rentrer en Belgique, Bastien voudrait se recueillir sur la tombe de son père. Karine lui a indiqué l'adresse du cimetière. Bonjour. Je cherche la tombe de mon papa, de Roulou Claude. Qui? De Roulou Claude. Il a été enterré le 21 avril 2007. C'était en mai qu'on l'a enterré. Il est mort en avril, mais c'est en mai qu'il a été enterré. 9 mai. C'est ça ici. De Roulou Claude. Le 21 avril. Consulat de Belgique. C'est ça. Les recherches s'avèrent plus difficiles que prévu. Les tombes sont recouvertes de végétation et rarement identifiées par une plaque. La tombe est introuvable. Bastien devra se contenter d'une vague indication de la zone où son papa devrait en principe être enterré. Donc j'aurais voulu pouvoir avoir la tombe. Mais bon, c'est assez difficile ici, quoi. Je suis déjà content, mais ça ne me que rien, quoi. Le voyage se termine. Beaucoup de questions sans réponse. Mais au terme de nos recherches, il apparaît clairement que la plupart des Belges sont décédés faute de soins appropriés. Plumés, ils sont toujours arrivés très tard à l'hôpital. Quant à ce qui a pu causer leur maladie, le doute reste entier. De retour en Belgique, nous retournons chez Véronique, la fille de Jean-Marie Canard, pour lui remettre la fameuse valise confiée par Félix et Marie-Claude. À l'intérieur, des documents professionnels. Alors ici, vous avez le nom du groupe pour lequel il a travaillé, le nom du type, Evina, où on voit que votre papa fait des notes de service
Donc il a bien travaillé. Ça montre qu'il a bien travaillé. Ouais. C'est très important, c'est qu'il est vraiment parti pour travailler. Donc il ne s'est pas foutu de la tête de ma grand-mère et qu'il n'a pas arnaqué consciemment ma grand-mère. Donc ça c'est très très important pour moi, surtout qu'elle est partie maintenant, donc voilà. C'est tout ce qui me reste de lui en fait. Dans nos bagages, nous avons aussi ramené les produits achetés sur le marché. Ces poudres sont-elles réellement toxiques? Ont-elles pu servir à éliminer un des Belges décédés? Nous les remettons au médecin légiste. Ça nous permettra, imaginons que cette substance soit un toxique qui ait servi à tuer quelqu'un, dans les prélèvements des gens que l'on a autopsiés, on va certainement retrouver le même pic. En attendant les résultats, nous retournons chez Bastien. Le ministère des Affaires étrangères lui a remis 6 enveloppes de documents ayant appartenu à son père Claude de Rouloux. Surprise, parmi ces documents, Bastien découvre 3 plaintes rédigées par son père. Il y dénonce Karine, sa jeune épouse, que nous avions rencontrée dans un hôtel à Yaoundé. Je pense toujours à ça, je me dis qu'il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il l'accuse de l'avoir, depuis le départ, arnaqué, comme quoi c'était organisé comme ça, qu'elle avait un faux nom, que c'est lui qui a dû payer pour qu'elle ait un vrai nom pour pouvoir la marier, puis qu'au final, elle a volé tous les biens qu'il avait. J'ai une liste ici aussi. Une liste impressionnante d'objets en tout genre, mais aussi un relevé d'argent. En 3 mois, Karine aurait soutiré 19 000 € à Claude. Mais il y a plus inquiétant. Karine et ses proches auraient agressé Claude et l'auraient menacé de mort. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est le fait que lui, il porte plainte sur elle et puis qu'un mois après, il est décédé, quoi. Donc, il dit bien comme quoi il y a agression, menace de mort. Enfin, si j'épluche un peu, apparemment, elle l'aurait agressé avec un couteau. Sa maman lui aurait dit comme quoi elle allait le tuer à la machette. Enfin, c'est quand même des propos assez forts, quoi. Karine aurait-elle joué un rôle dans la mort du papa de Bastien? Nous décidons de la recontacter pour la confronter aux accusations rédigées par Claude de Rouloux. Il dit que votre maman l'a menacé de mort, notamment. Et vous, que vous l'auriez menacé avec un couteau. Je suis tout étonnée. Vous êtes Quand étonné. vous le lisez là-bas, moi-même, je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne l'a pas menacé du tout. Bon, je ne sais pas dans quel but il a écrit ça, comme vous le dites là-bas. Confrontée aux accusations de vol et d'escroquerie, Karine fait encore l'étonnée. Enfin, il y a toute une liste de matériel qui a disparu avant le début du mois de janvier. Ça, c'est la meilleure, ça. Je ne peux pas vous dire que quand je suis partie, je n'ai rien touché de la maison. D'accord. Okay, merci, oui, merci, au revoir. Nous n'en apprendrons pas plus sur le rôle joué par Karine dans cette affaire. Mais les écrits laissés par Claude jettent le trouble plus que jamais. Retour chez le docteur Boxo pour connaître les résultats des analyses toxicologiques des poudres camerounaises. Des résultats surprenants. Les analyses de poudre n'ont rien donné du tout. Elles ont été faites en France parce qu'en Belgique, on n'a pas les moyens de le faire dans la mesure où on n'a pas les poudres correspondantes pour faire les comparaisons. Donc c'est les Français qui l'ont fait, un laboratoire qui est spécialisé en la matière, et qui a démontré qu'aucun des toxiques qu'ils connaissent n'était présent dans les poudres qui ont été ramenées. Donc il est possible que ce soit un toxique, mais alors un toxique qui n'est pas connu, qui soit présent dans ces poudres ou que ces poudres soient totalement neutres. Donc il reste un doute. Il reste un doute, oui. Un doute. Il en reste un aussi après l'autopsie du corps de Lambert Jacques. Nous savons qu'il a souffert d'hémorragie massive. Mais le légiste n'a pas pu trancher entre 2 hypothèses. Une première hypothèse, c'est qu'il soit mort effectivement d'une cause toxique non découverte. Une deuxième hypothèse, c'est qu'il soit mort d'une maladie qu'il aurait contractée là-bas
et qui leur est emporté, parce que la symptomatologie effectivement correspond aussi bien à une attaque de toxique qu'à une attaque bactérienne de certaines bactéries. Mais le délai post-mortem, c'est-à-dire entre le moment où il est mort et le moment où on a pu faire l'autopsie, a permis à toutes ces bactéries de disparaître. Elles ne persistent pas dans le post-mortem. L'empoisonnement reste donc une explication possible. Mais pour le médecin, le Cameroun est, quoi qu'il en soit, un pays dangereux quand on n'est pas habitué à l'environnement bactérien local. Pour tuer quelqu'un au Cameroun qui n'est pas en bonne santé, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de l'empoisonner. Il suffit de le laisser vivre un peu à la mode camerounaise. Il ne va pas résister longtemps. L'enquête n'est pas clôturée. Les enquêteurs sont déterminés à explorer toutes les pistes. Mais ils savent aussi que la tâche est difficile. Les chances d'aboutir sont minces. Quel est un peu votre sentiment sur Mon sentiment, c'est que certains sont des homicides, d'autres ne le sont pas. Et ce sont des décès accidentels, mais évidemment, avec le profil extérieur étant le même, il est très difficile de pouvoir faire le discernement. Toute la difficulté réside dans le cadre de cette charge de la preuve. C'est absolument incontournable. Si le ministère public veut engager des poursuites, il faut qu'il apporte les preuves des éléments constitutifs de cet empoisonnement. Nous ne les avons pas en l'état actuel. Il y a quand même peu de chances qu'on puisse aboutir à des éléments tout à fait probants, mais les chances existent. Et donc on doit évidemment aller au bout des investigations par rapport à ça. Les familles des victimes sont elles aussi déterminées à connaître et à faire connaître la vérité, persuadées que la mort des leurs n'a rien de naturel. Il y a des choses à éclaircir absolument. Pour nous et pour les autres personnes qui sont là-bas et qui vont encore y aller, qui vont se laisser encore avoir, il faut que ce soit... Il faut que les gens ici, que ce soit en Belgique ou autre part, ils arrêtent de croire au Père Noël, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que les gens sachent à quoi ils s'exposent en allant là-bas, les risques qu'ils courent, et que les autorités prennent un peu quand même des dispositions. Nous autres, c'est notre gamin, c'est amical, mais que la vérité soit quand même connue, quoi. Victor Michel, lui, continue à chercher l'amour. Il a juste changé de méthode. Alors maintenant, je me suis dit une chose, jamais plus en Afrique. Hein. Vous êtes guéri? Je suis vacciné. Oh oui. C'est terminé tout ça. Pour parler de ce dossier,